Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors nous voilà réunis pour de la physique amusante. Alors c'est quelque chose que je fais depuis des années, qui a pour but de présenter des expériences de tour de magie en fait. Mais comme je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance de la physique qui sous-tend ces tours de magie, eh bien sur le PowerPoint qui va défiler, vous aurez l'explication du tour, c'est-à-dire que je vous dévoile le tour en fait. Voilà, comme ça vous pourrez éventuellement le refaire chez vous ou devant des amis à la maison. Alors, je voudrais vous lire ceci parce que c'est très important. C'est une phrase qui date d'à peu près 300 ans. Vous voyez, on parlait des fake news juste avant, donc c'est toujours d'actualité. Le fait de laisser les gens dans l'ignorance des premiers éléments de la physique explique pourquoi l'on rencontre tant de personnes bien nées, à qui la nature et la fortune ont permis une éducation complète, c'était le cas à l'époque, livrées cependant à toutes les erreurs populaires, préoccupées des craintes les plus ridicules, susceptibles de tout le faux merveilleux et de toutes les charlataneries dont on voudra se servir pour les tromper. Vous voyez, je pense que c'est une très jolie définition des fake news que l'on doit à ce monsieur qui s'appelle l'abbé Nollet. Voilà, bon, je vais avancer un peu parce que sinon on n'aura pas le temps de tout faire, parce qu'on m'a dit qu'à 11h45 il fallait que je passe à autre chose. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, ça c'est une petite expérience amusante que je vais faire devant vous, vous allez voir. Alors, elle consiste à raconter une histoire. Alors, il s'agit de la mer, d'accord? Donc dans la mer, évidemment, il y a de l'eau, d'accord? Donc je mets de l'eau. Vous allez le voir à l'écran. Et dans l'eau, c'est de l'eau de mer, il y a du sel, d'accord? Donc je mets du sel. Donc, tout à fait entre nous, le sel ne sert à rien. Ne le répétez pas. Et dans la mer, il y a des poissons. Alors je vais mettre des poissons. C'est le poivre fait les poissons. Et alors la question, alors vous n'avez rien vu, n'est-ce pas? Vous n'avez rien vu. Que se passe-t-il lorsque, Charles, si tu peux zoomer s'il te plaît, que se passe-t-il lorsque le petit poisson se trouve en présence de grands poissons? Eh bien, regardez, il va se passer ça. Vous allez le voir à l'écran, parce que je vais le faire à l'écran, parce que si je fais déplacer tout le monde, ça va devenir compliqué. Alors voilà ce qui se passe, vous voyez, vous remplissez une assiette à soupe d'eau, mettez du sel, mais bon, pour faire croire qu'il se passe quelque chose, vous rajoutez du poivre ensuite, pour montrer qu'il y a des petits poissons, ça permet de visualiser le phénomène. Discrètement, sur votre doigt, vous mettez un peu de liquide vaisselle, et vous laissez tomber le liquide vaisselle au milieu de l'assiette. Que se passe-t-il? Eh bien, regardez, eh bien, voilà ce qui s'est passé. Je répète, donc, vous voyez, vous lâchez la goutte de liquide vaisselle. Alors, quelle est l'explication de ce phénomène? Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me l'expliquer? Oui? Le produit WC, il l'a fait comme un répulsif sur le poivre, et ça l'a explosé. C'est pas mal, c'est un bon début. Hein. Et alors, à Sisson, là, personne? Vous ne savez pas pourquoi, donc on vous vend un truc, vous ne savez pas pourquoi. Vous n'avez même pas une idée. Non. Parce que c'est acide. Pourquoi pas? C'est une proposition. Bon, j'espère que vous ne lavez pas les mains trop souvent, parce que si c'est acide, il va rester que les os bientôt. Hein. Oui? Parce qu'on a vu les vidéos, les grammes de poivre qui se sont dispersés par les corps. Oui, ça on l'a vu. Allez, je vais vous donner l'explication. En fait, regardez, les petits bonhommes là, avec sa petite ampoule, son idée, vous explique. Le liquide vaisselle déposé au centre de l'assiette auront la tension superficielle. Alors tension ici, il faut l'imaginer comme une force. Hein. C'est la force de cohésion des molécules d'eau finalement. Et quand vous mettez une goutte de liquide vaisselle, eh bien vous cassez, vous brisez cette force en quelque sorte. Et donc, ça a pour effet, j'ai dit d'attirer, il vaudrait mieux écrire plutôt, vous l'avez dit d'ailleurs, jeunes gens, repousser vers les bords les particules de poivre en suspension qui, effectivement, témoignent de cette rupture de la tension superficielle de l'eau. Alors, un autre truc, ah oui, il faut que je prenne ma carte d'identité, sinon ça ne marchera pas. Alors maintenant, on va faire un autre
une autre expérience. Donc vous prenez une carte d'identité, vous voyez, comme ceci. Donc c'est une vraie carte d'identité, hein, celle de ma fille, oui, vous pouvez vérifier. C'est une vraie, d'accord? Allez-y. Une vraie carte d'identité, d'accord? Bien. Alors, je vais prendre de l'eau. Je vais remplir ce verre d'eau, comme vous le voyez. Et je vais poser la carte par-dessus. D'accord? Jusque-là, rien d'exceptionnel. Et puis, je vais retourner le verre. Avec la carte par-dessus. C'est normal. Ah, puisque vous avez l'air de dire que c'est normal, vous allez certainement pouvoir me l'expliquer alors. Alors, en quoi est-ce que cela est normal? Je vous écoute. Il y a de la colle dessus? La pression, laquelle? Attendez, il y a votre camarade là. Ils sont bons, vos élèves, hein? Eh oui. Alors, regardez, oui. Chut. Alors, vous n'y êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Alors, regardez. Vous remplissez un verre, vous prenez une carte d'identité d'un inconnu, vous mettez la carte dessus, vous retournez ensuite le verre, et que se passe-t-il? La carte reste collée, vous l'avez dit. Alors, il n'y a pas de colle, hein. En revanche, ça, je vous le dis, il n'y a aucun trucage. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait sur vos têtes? Vous subissez actuellement ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Heureusement pour vous d'ailleurs, parce que sinon on serait dans le vide et vous seriez tous morts étouffés. Donc sur vos petites têtes, il y a une pression qui s'exerce. Eh bien, c'est la même pression qui s'exerce ici sur cette carte et qui la retient collée à l'intérieur du verre. C'est ce qu'on appelle un vide partiel, hein, qu'on a créé. Et donc, eh bien, que nous dit le petit bonhomme? On va voir son explication. Eh bien, les raisons, c'est que nous baignons donc dans la pression atmosphérique. Il y a aussi la tension superficielle de l'eau qui interviennent toutes les deux donc pour retenir l'eau et empêcher la carte de tomber. C'est un truc assez facile à faire. Évitez de le faire quand même au-dessus d'un ordinateur ou au-dessus de quelque chose de fragile. On ne sait jamais. Alors là, ça va se compliquer considérablement. Donc ça, je vais le faire devant vous en live. Alors, on va prendre un œuf. Alors l'autre jour, je faisais la fête de la science à la Seine et j'avais oublié les œufs. Alors j'ai demandé à quelqu'un d'aller me faire cuire un œuf. Il m'a dit, vous inquiétez pas, on va vous envoyer. C'est un vrai œuf? Non, lui, il est sceptique, là. Lui, il me croit pas. Je vais lui montrer à lui. C'est un vrai œuf? C'est lui, là. Tu le casses pas, hein? Bon. Alors regardez, ça c'est un œuf dur. Enfin, je crois. C'est un œuf dur. Alors il faut tout faire ici, hein. Vous voyez, j'ai même la poubelle. Vous voyez, on va faire ça bien, donc j'ouvre l'œuf. Voilà, j'ouvre mon œuf. Voilà, c'est un vrai œuf dur. Ok. Et moi, je prétends faire rentrer cet œuf dans cette bouteille. Chut, s'il vous plaît. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais jeter 3 allumettes ou 2. Merci. Merci. Non. Ça, c'est pas la bonne explication.
D'ailleurs, on va y revenir sur cette mauvaise explication. Alors, là, évidemment, vous allez me dire, ouais, faire rentrer l'œuf, c'est facile. Alors, malheureusement pour moi, il s'est cassé en plus. Mais la grande difficulté, c'est pas tellement de le faire rentrer, c'est de le faire sortir. Alors là, c'est pas très glorieux, mais il n'y a qu'une seule manière de faire. J'espère que ça va marcher parce qu'il s'est déchiqueté. On y va. Allez, on y croit. Voilà. Ça c'est fait. Alors pourquoi votre camarade nous dit, alors il a lu ça dans les livres de physique, alors il y a les bons livres de physique et les mauvais livres de physique. Les mauvais livres de physique vous disent la combustion du dioxygène de l'air a produit, etc., etc. Oui, alors vous pourriez faire la même expérience avec vous prenez un couteau que vous chauffez au rouge, vous le mettez à l'intérieur de la bouteille, vous enlevez les couteaux, vous mettez l'œuf, il sera absorbé de la même manière. Ça n'a rien à voir avec la combustion. Et c'est pas moi qui le dis, oui. C'est quoi, avec le feu, ça fait de l'eau sur les parois et du coup ça fait pousser le... Non, vous avez vu, j'ai discrètement truandé en mettant du PEC sur les bords pour qu'il rentre plus facilement. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous allez voir, l'explication est plus simple. Je mets donc une ou deux allumettes. Alors, si vous voulez faire le truc, je vous le conseille. Alors ça s'achète à peu près n'importe où. C'est une carafe d'eau. Hein. Ça se trouve dans les cantines scolaires aussi. Le truc, c'est de jeter, enfin de coiffer l'œuf sur la bouteille pendant que l'allumette est allumée. Si vous le faites une fois que l'allumette est éteinte, ça ne marchera pas. Parce que là, elle produit un vide partiel, si vous voulez, et elle absorbe l'œuf. Alors d'où provient ce phénomène? Lorsque l'on coiffe le goulot de la bouteille avec l'œuf dur, l'air à l'intérieur de la bouteille se contracte. Et la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la bouteille produit un vide partiel, ce que je vous ai dit, dont l'effet est d'aspirer l'œuf dans la bouteille. C'est ce à quoi vous venez d'assister. Alors maintenant, on va faire un autre tour de magie. Je vais placer une pièce de monnaie, je ne sais pas s'il m'en reste. Waouh, 2 centimes d'euros, c'est la richesse. Hein. Je place une pièce de monnaie dans cette assiette. Alors c'est un tour que l'on faisait à l'époque quand on finissait un repas. Vous savez, les gens finissaient un repas et ils aimaient bien faire des petites blagues. Et alors, je fais la vaisselle en même temps. Hein. Et alors, à l'époque, ils avaient toujours de la mie de pain, vous savez, et puis les gens qui mangeaient à l'époque avaient toujours des cigarettes ou des cigares. Et donc, il y avait toujours des allumettes à proximité. Alors moi, j'ai pas de mie de pain parce qu'on n'a pas encore déjeuné, mais j'ai de la pâte à modeler, ce qui fera bien l'affaire. Alors je vais poser la pâte à modeler dans ma petite assiette. Là, je vais planter 3 allumettes dedans. Et puis, je me suis fait plaisir il y a quelques temps. J'ai acheté des vraies grandes allumettes. Alors vous allez voir, c'est assez rigolo. Alors surtout, les allumettes, quand vous les utilisez, vous les grattez toujours vers l'extérieur, vous voyez, parce que si vous les grattez vers vous et qu'elles se cassent, vous mettez le feu à votre cravate, c'est très désagréable. Vous mettez le feu aux 3 allumettes. 1, 2 et 3. Vous prenez un verre. Et qu'est-ce que vous observez? Vous observez que l'eau à l'intérieur du verre a été aspirée en quelque sorte par le vide partiel que j'ai créé. Alors là, vous voyez, jeune homme, dans les mauvais livres de physique que l'on trouve parfois, il est écrit la combustion du dioxygène de l'air produit un vide partiel qui va générer une augmentation du niveau d'eau qui est d'autant plus importante, etc. C'est faux. Vous prenez ce sèche-cheveux, vous chauffez l'intérieur du verre, ou vous jetez un morceau de coton, vous voyez, et vous brûlez le coton, vous l'enlevez, vous coiffez le verre, ça marche pareil. D'accord? Donc là encore, on a utilisé une propriété, donc je mets un peu de mie de pain, vous voyez, ou de la pâte à modeler, vous mettez 2-3 allumettes, vous mettez le feu aux allumettes, évidemment, vous coiffez avec le verre, ce qui se passe c'est ça. Vous voyez, donc vous avez créé un vide partiel là encore,
ce vide partiel a aspiré l'eau. Alors, c'est un des plus vieux tours de magie de l'Antiquité, hein. Il date de Philon de Byzance. C'est 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est un tour qui plaisait beaucoup à l'époque. Alors, d'où cela vient-il? Toujours pareil, hein. À l'intérieur du verre, l'air s'est dilaté parce qu'il a été réchauffé par la chaleur produite par la combustion des allumettes. Quand les allumettes s'éteignent, l'air se contracte en se refroidissant et l'eau est aspirée à l'intérieur, comme vous venez de le voir. Alors, dans la même idée, on va utiliser un autre dispositif que voici, que voilà. Alors, c'est toujours Philon de Byzance. Alors, à l'époque, Philon de Byzance invente ce qu'on appelle le thermoscope. Alors, qu'est-ce que le thermoscope? Est-ce que vous savez déjà à quoi sert un thermomètre? Alors, qu'est-ce qu'un thermoscope d'après vous? Scope. Qu'est-ce qu'on veut dire un cinémascope, par exemple? Qu'est-ce que le cinémascope? Alors, cinéma en grec, kinéma c'est le mouvement. Scope, c'est voir. Télescope, c'est voir à distance. Kinémascope, c'est donc voir le mouvement. Thermoscope, c'est voir la chaleur. Eh bien, c'est ce que l'on va essayer de faire. Vous voyez, alors l'idée, évidemment, à l'époque de Philon de Byzance, c'est naturellement une sorte de boule de pétanque, si vous voulez, un tube en plomb, enfin un boulet de plomb, pardon, dans lequel il a fait plonger une tubulure, il a fermé hermétiquement par une soudure, et il y a une tubulure qui va jusque dans un récipient. Ce récipient, eh bien, que va-t-il se passer? Eh bien, vous allez le voir tout de suite. Je vais faire une petite mise en pli à mon récipient. Alors, vous avez la version corse, avec une bouteille d'orezza. Ça marche bien aussi. Alors l'idée, comme vous l'avez compris, de ces petites manips, c'est évidemment de faire des manips avec des objets domestiques. Alors d'où est-ce qu'elle m'est venue cette idée? Figurez-vous que quand j'étais dans l'éducation nationale, il y a 25 ans, eh bien à cette époque, on avait énormément de matériel, mais on n'avait plus les moyens d'avoir des préparateurs. Alors on m'avait dit, Coco, c'est pas compliqué, tu sors les 25 appareils pour tes élèves, c'est-à-dire que tu viens une demi-heure avant, tu les installes, tu les fais maniper, et tu pars une heure après pour les enlever. Je dis, c'est sympa, mais bon... je vais pas non plus passer ma vie à faire ça. Et alors je me suis dit en plus, bon, leur faire voir des ampères-mètres qui datent un peu, des choses comme ça va pas forcément les intéresser. J'ai eu l'idée de leur dire, venez avec du matériel de la maison et on va faire des expériences avec. Alors à l'époque, il y avait une marque dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, de shampoing qui disait, vous parliez d'acidité tout à l'heure, disait on a un pH neutre. Alors on avait rigolé, vous voyez, parce qu'on avait des kilomètres de papier pH. Alors je leur avais demandé à chacun de venir avec une marque de shampoing ou une marque de gel douche, et on avait mesuré le pH et on avait pu constater au stupeur que c'était absolument pas neutre, mais bien au contraire, soit très acide, soit légèrement basique. Donc ce qui montrait que la publicité était hautement mensongère. Là encore, vous voyez, on était déjà dans les fake news. Alors, je le faisais faire aussi à l'époque aux jeunes élèves avec des canettes de coca. Vous voyez, ça se révèle être assez dangereux quand même parce que c'est du métal. Là, vous voyez que l'avantage, c'est que ce sont de simples bouteilles. Et l'autre avantage considérable, c'est qu'elles sont transparentes. Alors, vous voyez pourquoi ça s'appelle thermoscope? Parce qu'en fait, quand il fait chaud, les bulles, enfin la chaleur se dilate à l'intérieur de ce verre et des bulles passent dans le verre opposé. Donc, vous voyez les bulles, vous dites il fait chaud. On visualise la chaleur. Et quand il fait froid, là je ne peux pas le faire parce que comme je disais tout à l'heure, on est quand même sur un mois d'octobre exceptionnellement chaud. Il faudrait que je plonge ça dans la glace. Si je le plongeais dans la glace, vous verriez l'eau être véritablement aspirée par la bouteille et le niveau d'eau descendre. Donc si je mettais des graduations sur ce petit verre, eh bien je verrais des niveaux d'eau monter et descendre, ce qui m'indiquerait
qu'il fait plus ou moins chaud. Alors évidemment, on n'en est pas encore au thermomètre, mais c'est l'ancêtre du thermomètre, Philon de Byzance, 2e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez ce qui se passe, donc l'air se dilate à l'intérieur, produit des bulles, et quand évidemment il n'y a plus de soleil, l'air se contracte, donc c'est ce que je viens de vous expliquer, et donc l'air occupe un volume moins grand et aspire l'eau du gobelet qui monte dans la paille pour ensuite s'écouler dans la canette, c'est rigolo. Alors ça, je l'ai découvert quand j'avais votre âge, parce qu'il y avait une émission de jardinage. Alors ça m'avait bluffé, le type il avait pris un bidon d'huile, à l'époque ils étaient en métal, vous voyez, et il avait ajouté sur le bidon d'huile cette tubulure avec une petite liaison, si vous voulez, avec du silicone ici pour éviter que ça fuit. Et il avait dit aux gens, si vous partez en vacances, vous laissez ce bidon à proximité de vos géraniums et quand le soleil frappera dessus, ça va évidemment envoyer l'eau qui est à l'intérieur vers les géraniums. Évidemment, ça marche. Hein. C'est le fameux principe donc de Philon de Byzance. Alors, contraction, dilatation, tiens, à votre avis, tout se contracte, on a vu, hein. L'air se contracte, l'air se dilate, mais les métaux également. À votre avis, de quelle longueur se contracte la tour Eiffel, se dilate, pardon, la tour Eiffel pendant l'été? La tour Eiffel fait environ 330 mètres à peu près. Sous l'effet de la chaleur, le métal se dilate. Eh bien, regardez, sous l'effet de la chaleur, la tour Eiffel s'allonge de 12 cm en été. Vous voyez, c'est pas énorme, enfin 12 cm, ça fait quand même. Donc si vous visitez la tour Eiffel en été, vous serez 12 cm plus haut qu'en hiver. Il vaut mieux la visiter en été, tant qu'à faire. Alors maintenant, je vais faire un autre truc qui est assez marrant. Je vais faire bouillir de l'eau dans une casserole en papier. Alors je pourrais la refabriquer, mais enfin j'en ai une toute prête. Il n'y a pas de trucage. Hein. C'est bien une casserole en papier, vous confirmez? Touché, c'est bien du papier. Il est cramé d'ailleurs parce que je l'ai déjà utilisé. Alors, je vais prendre ce petit dispositif. Vous voyez, tout est artisanal hein, chez moi. Il n'y a aucun matériel. Alors je vais vous faire rire quand même. J'avais commandé pour vous une machine de Wimshurst pour fabriquer des étincelles. J'avais payé un supplément pour qu'on me la livre hier. Et comme on vit dans un monde de dingue, eh bien le livreur s'est perdu. Et donc, je n'ai pas de machine Wimshurst. Alors ça, comme vous pouvez le constater, eh bien, c'est tout ce qui reste de la lampe de chevet de ma fille. Elle s'est assise dessus. Alors, avant de l'acheter à la poubelle, j'ai dit, tiens, ça peut servir. Ça, c'est une petite bougie que je vais tenter d'allumer. Et puis ça, c'est un parti d'un bouchon d'une bouteille de cidre. Vous voyez? Ah oui, il n'y a plus rien. Là, ça ne va pas le faire, là. Vous voyez, c'est extrêmement rudimentaire, mais ça marche. Voilà. Donc là, j'ai ma casserole en papier, et dedans, je mets de l'eau, et je mets ma casserole sur le feu. Alors, à votre avis, que va-t-il se passer? Alors, je fabrique une casserole, vous pouvez le faire hein, avec une feuille de papier et une agrafeuse. Hein, vous coupez une feuille de papier en deux, puis vous faites des petites pliures de droite à gauche, et puis vous agrafez tout ça gentiment. Ça fait une casserole. Je la pose sur mon petit dispositif adapté. Je mets de l'eau dedans et j'allume le feu. D'après vous, que va-t-il se passer? Alors, la casserole va brûler. Tapez 1. Alors, levez la main ceux qui pensent qu'elle va brûler. Donc, la casserole ne va pas brûler. Tapez 2. Ok? Alors pourquoi? C'est ça l'intérêt. Oui? Ah, ça c'est une bonne réponse. Il y a de l'eau dedans, effectivement. Mais qu'est-ce que va faire l'eau? Quel est le rôle de l'eau? Attendez, hein. Parce que là c'est Sisson contre Bonaparte. Eux, ils sont que 12. Mais on a pris les meilleurs, attention. C'est les 12 killers de Sisson. Contre les 28 meilleurs de Bonaparte. 20? Vous êtes 20? Ouais, il y a marqué 12 hein, sur ma feuille. Alors, l'eau, ça protège la casserole. Moi, j'aime bien ça. Alors, parole est à Bonaparte. 1-0 pour Sisson. Parole à Bonaparte. Il a dit l'eau protège la casserole. Vous n'êtes pas Bonaparte?
Alors, vous en pensez quoi? Il a raison. Bon, ça, jusque-là, ça va. Mais à part ça, c'est un peu court. Alors, au passage, pendant que je papote, vous constatez qu'elle n'a pas cramé. Hein. Elle n'a pas cramé. Hein. Aïe, c'est chaud. Alors, que se passe-t-il? Comment? Il a dit le mot. Tiens, puisque vous avez dit le mot, je vais vous apprendre quelque chose. C'est un fait paradoxal en science. Quand il fait froid et qu'on est en t-shirt, qu'est-ce qu'on fait? On met un... Et là, on a encore plus froid. Ah si, quand vous mettez un pull, au début, vous avez encore plus froid. Vous savez pourquoi? Parce que votre corps humain, oui. Alors le pull a pris l'humidité parce qu'il était dans une armoire ou qu'il était à l'extérieur. Ouais, mais bon, c'est pas du jeu, ils ont un frigoriste avec eux. Ouais, la thermodynamique, ça rigole pas. Là. Oh les gars, vous êtes à 2-0 là, hein, réveillez-vous. Hein. 3 même, hein. 3-0. Allez. Allez, on continue. Alors, regardez. Le papier va noircir, ça vous l'avez déjà vu. Car le papier est un très mauvais conducteur de chaleur, tandis que l'eau est un bon conducteur de chaleur. Alors, l'eau va absorber tellement rapidement la chaleur que le papier n'aura pas le temps de brûler. Malgré son voisinage avec la flamme, le papier restera intact parce que toute la chaleur fournie par cette flamme est absorbée, vous avez prononcé le mot énergie, hein. La chaleur, l'énergie calorifique, si vous voulez, est absorbée par l'eau pour passer de l'état liquide à l'état vapeur. Juste pour info, ne vous amusez surtout pas à le faire, j'ai assisté un jour dans un voyage à ce qu'on appelle marche sur le feu. Alors vous avez un couloir de cette longueur-là, vous voyez, avec des braises incandescentes, et puis vous avez un hindou, hein, pieds nus, tranquille, et il marche sur le feu. En fait, c'est comme le tapis de clous, parce que par exemple, s'il n'y en a qu'un seul, ça pourrait me faire mal, mais comme il y en a plusieurs, c'est stable. Alors, vous avez prononcé le mot, vous avez raison, c'est pas tout à fait ça en fait, l'histoire est plus compliquée. D'abord, quand j'ai assisté à ça, j'ai pu constater que les personnes qui précédaient ce monsieur vérifiaient de manière très attentive et très scrupuleuse qu'il n'y ait pas de clou dans le couloir. Parce que s'il y avait le moindre clou, je peux vous dire que le gars, il est brûlé vif. En fait, le charbon incandescent est relativement mauvais conducteur. Et la plante des pieds de ces gens-là qui marchent pieds nus assez régulièrement a une corne assez épaisse qui les protège de la chaleur. Si en revanche, dans le lot, sur le chemin de ce feu, il y avait un clou, un seul clou, il se brûlerait terriblement les pieds. Vous voyez, c'est une question de bon ou de mauvais conducteur. Donc là, vous voyez que lui, il n'a pas cramé. Je l'éteins maintenant. On passe à la suivante. Alors, ça c'est un tour de magie assez marrant aussi que l'on fait. C'est en fait quelque chose pour piéger un peu les gens. Alors, ça va pas tenir ça. Bon, je vais faire comme ça. Donc je vais allumer cette bougie. Alors le truc qu'on fait dans ces cas-là, bon je vais le faire pour des raisons d'hygiène, hein. On prend un entonnoir, vous voyez, comme ceci, et on met au défi une personne d'éteindre la bougie avec cet entonnoir. Alors instinctivement, vous voyez, ce que font les gens, c'est qu'ils mettent l'entonnoir comme ceci, vous voyez, dans l'axe, hein, ils le mettent dans l'axe de la bougie. Alors si on fait ça, vous voyez, regardez, il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Parce que ça, oui. Parce que l'air, il est pas assez concentré. Enfin, sur un seul endroit. Pas mal. Alors c'est pas mal aussi. Alors attendez, on va leur laisser la main quand même. Une réponse? La pression de l'air, elle est pas assez forte. La pression. Pas question de pression dans cette affaire.
Pas question de densité. Ben, faut enlever l'oxygène. Comment? Faut, ben, pour qu'elle s'éteigne, dans le sens il n'y ait plus d'oxygène. Non. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, oui. Comment? De l'objet, vous avez raison. C'est la forme de l'objet qui détermine ça. C'est comme une trompette, vous voyez, oui. En fait, le problème, c'est que la flamme, elle se nourrit d'oxygène et Il n'y a pas d'oxygène dans cette affaire. Regardez, c'est tout bête. Ça, c'est ce qu'on appelle une tuyère exponentielle. Une trompette, si vous préférez. Les filets d'air qui partent, regardez l'écran. Quand je souffle, les filets d'air, ils ne passent que sur les côtés. Et si je mets ça dans l'axe de la flamme, il ne se passe exactement rien. Parce que le filet d'air, il loupe la flamme. Si je veux éteindre une bougie avec ça, regardez. Là, j'éteins la bougie. Sinon, j'y arrive pas. Donc, il faut déplacer le filet d'air en sorte que il ne soit plus autour de la flamme, mais sur la flamme. Je vais la rallumer parce que je vais en avoir besoin dans un instant. Ok? On continue? Alors, ça, est-ce qu'on peut, Charles, est-ce qu'on peut baisser un peu la lumière ici? Comment? Tu sais pas? Bon. Ça ferme les puits de lumière, ça. C'est bon. C'est bon. Ah oui, pardon. Il y a peut-être un interrupteur en dessous là-bas. Qu'est-ce qui ferme? Il n'y a rien qui ferme là. Ah oui, d'accord, oui. Oh mon Dieu. Il y a peut-être des interrupteurs là-bas. Bon, c'est pas grave. Tant pis. On va rester comme ça. Alors. Alors ça, c'est une expérience que j'adore faire, que l'on doit à Michael Faraday. Je vous en dirai un mot après. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais rallumer la bougie à distance. Vous avez vu ou pas? Vous avez vu? Bien. Alors. Oui. En fait, c'est parce que quand on a le CO2 qui part en premier et l'air elle revient en deuxième, donc ça remonte directement. En fait, quand vous éteignez la bougie, il y a encore une liaison entre la bougie et la fumée. Si vous arrivez à mettre un nom sur cette liaison, vous aurez la solution. Allez, on va leur laisser la main un peu. Quelle est votre réponse? Chut. La fumée, elle est reliée à Et ça, il l'a dit, il y a une liaison. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la liaison? Ah, ben, il y a du oxygène. Ah, ben, il y a du carbone. Ça, la chimie est vraiment omniprésente dans vos cours. Hein. Regardez. En fait, quand on allume la bougie, la fumée, qu'on souffle la bougie, la fumée monte comme ça vers le haut. Et à ce moment-là, on met une allumette ici. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, on rallume la bougie à distance. Alors c'est une expérience que l'on doit à un monsieur sans lequel vous n'auriez pas de téléphone portable. Ce monsieur s'appelle Michael Faraday. C'est un des plus grands scientifiques du 19e siècle. C'est un Anglais.
Alors c'est lui qui a fait cette expérience et qui l'a ensuite publié dans un livre qui s'appelle History of a Candle, l'histoire d'une bougie. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez dans ces bougies, alors ça ne marche pas avec des bougies parfumées, hein, j'insiste bien. Ici, vous avez des combustions qui se produisent et vous avez dans la fumée une partie, si vous voulez, de l'hydrocarbure qui est contenu dans la bougie qui n'a pas été consommée par la réaction de combustion. Quand vous soufflez la bougie dans la fumée, il reste des particules de combustible qui n'ont pas été brûlées et quand vous rallumez avec la bougie, avec l'allumette un peu plus haut, vous allez déclencher de proche en proche. Vous allez brûler finalement ce combustible et rallumer la bougie à distance. Voilà l'explication. Donc mélangé à la fumée, on observe de minuscules gouttelettes donc de combustible qui montent. C'est de la vapeur de cire. Et lorsqu'on place une allumette enflammée au-dessus de la bougie éteinte, les gouttelettes de cire conduisent le feu jusqu'à la mèche. Et comme celle-ci est encore chaude, elle prend feu facilement. C'est une très très belle expérience de physique que l'on doit donc à Michael Faraday. Alors ça c'est plus rigolo, on va demander à deux élèves, alors un de Bonaparte, un de Sisson de venir me rejoindre. La mascotte, ah ils ont dit la mascotte. Allez mademoiselle, à vous là. On passe à l'orange. Alors venez, vous allez vous mettre là. Et c'est pas très grave. Hein. Moi aussi j'étais en 4e. Il y a longtemps. Des feuilles de papier ? Ouais. Chut. Alors vous allez voir, on va faire une petite expérience amusante. Regardez, je fabrique des petites poignées pour cette expérience, parce qu'il n'y a pas de poignée, ça ne marche pas. Alors vous allez les tenir comme ça, s'il vous plaît, une dans chaque doigt. Ok. D'accord ? Vous aussi, mademoiselle. Une dans chaque doigt, comme ça. Voilà, mettez-vous là, côte à côte. Alors voilà, vous allez approcher les deux poignées de votre bouche, en les tenant parallèles. Et vous allez... En parallèle. Ah ouais, merde. Et vous allez écarter-les un tout petit peu quand même. Voilà, vous allez souffler verticalement, il faut que la bouche soit là. Et souffler entre les deux, la question c'est, est-ce que ça s'écarte ou est-ce que ça se rapproche? Soufflez fort, soufflez fort. Alors? Merci, vous pouvez vous asseoir. Merci, vous pouvez vous asseoir. Ça va? Les fake news. Alors, que se passe-t-il? En fait, quand vous soufflez, en réalité, ce qui se passe, c'est que les deux bandelettes de papier se rapprochent. Alors pourquoi? Tout simplement parce que il se passe la même chose que lorsque deux TGV se croisent. Vous savez, moi, quand on m'a dit petit, un jour, on va fabriquer une nouvelle ligne de TGV pour que Paris et Toulon ne soient plus qu'à 4 heures l'une de l'autre. Mais pour ça, on va devoir écarter les rails. Alors moi, je croyais que c'était ceux-là de rails qu'on allait écarter. En réalité, c'est les rails de la voie montante et de la voie descendante. Vous savez que quand un TGV monte, un autre descend. C'est un peu le principe. Il y en a un qui fait Toulon-Paris et l'autre qui fait Paris-Toulon. D'ailleurs, vous savez à quoi on les reconnaît? Les TGV qui font Paris-Toulon ou Paris-Province sont toujours des numéros pairs. Les numéros impairs sont pour les TGV qui font Province-Paris. Vous regarderez. Alors quand deux TGV se croisent, vous avez entre les deux, évidemment, une violente pression qui s'exerce. C'est la raison pour laquelle les rails montants et descendants
ont dû être éloignés, parce que s'ils étaient trop proches l'un de l'autre, ce qui se serait produit, c'est véritablement une explosion des vitres, une aspiration à l'intérieur des deux TGV, et les gens auraient été aspirés vers l'extérieur du train, exactement comme dans un avion. C'eût été extrêmement dangereux. C'est ce qui se passe dans cette expérience que j'ai faite devant vous. En fait, le déplacement d'air entre deux bandes de papier entraîne une diminution de la pression exactement de l'air à cet endroit. Donc la pression à l'extérieur est plus forte que la pression à l'intérieur. Le résultat des courses, le papier se rapproche. Tiens, au passage, on profite. Comment fonctionne une aile d'avion? Regardez, c'est simple. Une aile d'avion, ça a ce profil-là, en exagérant à peine. Et là, vous regardez et vous mesurez la distance pour aller de là à là. On va l'appeler la distance du bas. Et ensuite, on va faire la même distance pour aller de là à là. On va l'appeler la distance du haut. À votre avis, quelle est la distance la plus grande? La plus grande? L'air, quelle distance la plus grande il parcourt? Celle du haut. Ben oui. Comme il parcourt une distance plus grande en haut, la pression en haut est plus faible. L'avion décolle. Ça fonctionne comme ça, un avion. Ça fait peur. Hein. On continue? Alors bon, ça, je ne vais pas le faire, c'est de la convection. C'est des trucs que vous trouvez sur les marchés de Noël, vous savez. Ce sont des petits tourniquets. En fait, sous l'effet de la chaleur monte et vous avez des petites torsades comme ça. Alors des fois, vous avez des moulins, vous avez des jouets et sous l'effet de la chaleur, le moulin se met en rotation et vous avez un manège qui se met à tourner. C'est très joli. Alors, voilà, la flamme de la bougie réchauffe l'air environnant qui se dilate, ce qui le rend plus léger que l'air froid, parce que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Et donc il monte et fait tourner la spirale. Et dès que l'air chaud s'élève, l'air froid prend immédiatement sa place, provoquant ainsi un déplacement d'air. Pardon, vous avez pris la photo? Oui. Je vous la remets sinon. Merci. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Ça s'appelle des instabilités de Kelvin-Helmholtz. Alors, en réalité, ça prend la forme d'un accroche-cœur, vous voyez. C'est lorsque deux couches de fluide différentes se croisent. Lorsque deux couches de fluide différentes se croisent, cela produit ces espèces d'accroche-cœur. Je l'ai vu qu'une seule fois, pas loin de la Seine-sur-Mer, c'était magnifique. Et ça se produit les jours de grand vent et quand il fait relativement chaud. On peut assister à ce phénomène atmosphérique assez rare. Alors ça va vous plaire. On va passer à un truc assez drôle. Alors, ouais, c'est bon. Voilà une boisson gazeuse. Un peu de publicité. Tiens, au fait, qu'est-ce que c'est les bulles dans les boissons gazeuses? Ouais, d'accord, mais quel gaz? Non. Ils l'ont dit, eux. Dioxyde de carbone. Alors, je ne fais pas de publicité, mais je regrette de vous le dire. Chut. Un jour, j'étais à la bourre pour faire cette expérience. Je suis rentré dans n'importe quel magasin. J'ai acheté des raisins secs qui n'étaient pas vainés. Ça n'a pas marché. Alors, vous savez qu'il n'y a rien de pire qu'une expérience de physique qui ne marche pas. Parce que là, évidemment, l'orateur se couvre de ridicule. C'est très désagréable. Et donc là, je suis retourné acheter des vainés. Pourquoi ça marche? Je n'en sais rien, en fait. Mais avec cela, ça marche. Donc, moi, vous savez, il y a un moment donné où, quand ça marche, je ne me pose pas trop de questions. Alors, regardez ce qui va se passer, c'est très drôle. Ça s'appelle la danse des raisins secs. Alors, vous voyez, le grand Aristote disait « La science commence avec l'étonnement ». Ça, c'est la première réaction que vous avez. Vous voyez ça, vous trouvez ça étonnant, d'accord.
Une fois que vous êtes étonné, la question c'est maintenant d'expliquer pourquoi. Parce que l'étonnement c'est bien, mais l'étonnement passé, il faut me dire pourquoi ces raisins secs qui sont plus lourds que l'eau remontent. Il y a le gaz qui remonte en même temps, du coup ça les aide à remonter. Oui, et alors pourquoi elles redescendent? C'est à cause de l'attractivité. Alors pas tout à fait, regardez ce qui se passe. Vous avez ça en réalité. Et que se passe-t-il quand les bulles arrivent à la surface? Elles s'éclatent. Eh oui, et quand elles s'éclatent, eh bien les raisins secs ne sont plus soulevés par les bulles, et donc ils redescendent naturellement, puisque leur tendance est à redescendre, puisqu'ils sont plus lourds que l'eau. Alors, ils sont légèrement plus lourds que l'eau. En fait, ce que vous voyez là, c'est les techniques qu'utilise la Marine nationale pour enflouer des épaves de bateaux, à savoir que lorsque vous avez une épave au fond de l'eau, on met des sacs, évidemment, d'abord vides, et ensuite on les remplit d'air, et l'épave, comme ça, remonte à la surface. C'est le principe, donc, du renflouement. Oui ? Ça s'arrêtera parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de gaz. Sinon, j'aurais inventé le mouvement perpétuel, et croyez-moi, on ne serait pas là pour en parler. Je serais sur une plage de sable fin en train de déguster un cocktail, et je vendrai mon prototype à qui voudrait savoir que j'ai inventé le mouvement perpétuel. Malheureusement, j'ai le regret de vous dire que le mouvement perpétuel, ça n'existe pas. Alors, les bulles se rassemblent en très grand nombre sur les raisins secs. Les raisins n'étant pas très lourds, la poussée des bulles les fait monter à la surface. Une fois les raisins à la surface, les bulles explosent au contact de l'air. Les raisins secs redescendent au fond et les bulles recommencent à se rassembler autour. C'est très joli, c'est un tour que vous pouvez faire pour amuser vos petits-neveux, vos cousins, vos frères et sœurs si vous en avez. C'est marrant, c'est pas très onéreux, une bouteille de Perrier, un paquet de raisins secs et vous passez l'après-midi là-dessus. Alors, je vais avoir besoin de vider ce truc maintenant. Donc là... Alors, ça c'est une histoire assez étonnante que je voudrais vous raconter rapidement. Il s'agit d'Archimède. Alors Archimède de Syracuse, comme son nom l'indique, c'est un grec qui vit à... Bravo. Qui vit à Syracuse. Alors Syracuse, à l'époque, vous ne le savez peut-être pas, c'est une colonie grecque. Et alors, cette colonie grecque, elle est gérée par un tyran qui s'appelle Hieron. Et Archimède a été invité par Hieron pour passer du temps là-bas. Et ils sont en train de se promener sur les remparts. Archimède est l'inventeur du point d'appui et du bras de levier. Vous savez, le bras de levier, c'est quelque chose pour soulever des objets lourds. Et alors, il se vante auprès de son hôte, il lui dit « Donne-moi un point d'appui et un bras de levier, et je soulèverai la terre. » Alors l'autre, il se marre, puis il lui dit « Pas de problème, Coco. » Il lui dit « Tu vois, là-bas, il y a mon bateau. » Donc sa galère, hein, romaine ou grecque. Il dit « Je vais la faire armer avec des hommes, des vivres, des munitions, enfin bref, de quoi partir en guerre, quoi. Et je te mets au défi de la ramener à quai d'une seule main. » Alors quand vous lisez la vie d'Archimède, les biographies, on vous dit Archimède a inventé les moufles. Je ne sais pas si vous imaginez des descentes de ski à Syracuse, hein, des remonts de pente à Syracuse. Alors évidemment, ce ne sont pas des moufles tels que vous l'entendez, à savoir, ce ne sont pas des gants. Les moufles, en réalité, c'est l'ancien nom de la poulie. Et quand vous associez une poulie avec une deuxième poulie, ça donne un palan. Quand vous avez un palan, vous démultipliez la force. Et donc, ce que fait Archimède ce jour-là, c'est d'associer plusieurs poulies les unes aux autres. Il attache évidemment une corde au bateau de Hieron. Et il convoque Hieron, tous ses conseillers et tous les villageois de Syracuse. Et d'une seule main, il ramène la barque à quai. Alors là, l'autre, il est médusé. Il lui dit, écoute Coco, il n'y a pas de problème, tu vas devenir mon ingénieur en chef. Donc il devient l'ingénieur en chef de Hieron. Et là, Hieron vient d'offrir une couronne en or aux dieux pour les remercier. Alors, comment ça se passe? Vous voyez,
Ça se passe de la manière suivante. Vous donnez des pièces d'or à un orfèvre. Alors les pièces d'or sont là-haut, vous voyez. Et, pardon, vous donnez des pièces d'or à un orfèvre. L'orfèvre, lui, il vous donne une couronne correspondant exactement à la masse d'or. Pour s'en convaincre, on les met sur la balance et on vérifie que les deux sont égales. Sinon, ça veut dire que l'orfèvre a truandé. Alors au passage, s'il y a des spécialistes parmi vous, vous devriez hurler en me disant ça, c'est une balance qui n'est pas de l'époque de Archimède, parce qu'à l'époque d'Archimède, on utilise une balance qui a cette forme-là, qui s'appelle une balance romaine. Vous voyez, ici vous avez des graduations, et là vous avez un truc avec un plateau qui se déplace. Voilà la balance qu'on utilise à l'époque d'Archimède, s'appelle une balance romaine. On en trouve encore sur des vieux marchés. Alors la balance romaine, comme son nom l'indique, a été inventée par les Grecs perdus. Ah ouais, c'est drôle, parce que romain, en fait, ça ne veut pas dire balance romaine, ça veut simplement dire que c'est une balance qui possède une roumana. Une roumana, ça veut dire une grenade, comme le fruit, la grenade. Ça compense le poids que vous mettez de l'autre côté. Bref, peu importe. Là, vous avez donc une mesure qui est faite et on constate effectivement que la quantité de pièces d'or et la couronne ont la même masse. Donc, rien ne laisse croire que l'orfèvre ait piqué de l'or pour le substituer par de l'argent. Pour autant, des voix s'élèvent dans la ville et des gens laissent entendre que l'orfèvre il est un peu truandé, quoi. Alors, comment faire? Évidemment, quand vous avez une couronne en or et que vous voulez vérifier qu'elle n'est pas faite d'or, comment vous faites? Hein les gars? M'écoute pas. Comment on fait? Je te donne une couronne en or, je te dis voilà, tu vérifies, je te dis qu'il y a dedans, il n'y a pas que de l'or. Comment tu fais? Tu la fais fondre. Très bonne réponse. Et la fait fondre. Deuxième idée, on la scie. Mais un coup de scie, vous verrez très facilement en la sciant s'il y a deux métaux différents. Un alliage, si vous préférez. Sauf que le roi à l'époque lui dit non, non, on ne peut pas faire ça, parce que si elle est réellement faite d'or et que je la fais fondre, je vais passer pour un imbécile. Et ça, c'est pas possible. Parce qu'un roi qui perd la face devant ses concitoyens, il a perdu son autorité. Donc ça, c'est pas bon. Il lui dit, tu dois vérifier que cette couronne n'est pas entièrement faite d'or sans la détruire. C'est ça qu'il faut dire. Et c'est ça qu'on ne vous dit jamais. Et c'est bien là le problème. Alors qu'est-ce qu'il va faire, ce pauvre Archimède? Il va réfléchir. Il réfléchit, et pour réfléchir, à l'époque, il va au terme. Il va prendre un bain. Alors quand on vous dit au terme, les gens racontent cette histoire d'une manière catastrophique. Vous imaginez que vous alliez à la piscine municipale de Toulon, et moi je vais vous dire que Archimède, dans les termes, en allant au terme, il a vu le niveau d'eau s'élever. Quand vous rentrez dans une piscine, vous voyez le niveau d'eau s'élever. Vous n'avez pas grossi à ce point-là quand même. Évidemment non. Dans une piscine, non. On utilise des mondes. On peut utiliser, mais je sais pas avant, ça existe. Pas pour l'or, pour la rouille. Ce que vous dites est vrai pour la rouille. D'ailleurs, on le voit dans les émissions, j'aime bien, vous savez, les émissions genre Wheeler Dealers ou les émissions sur la mécanique. Si vous voulez vérifier sur la carrosserie d'une voiture si elle est rouillée, vous mettez un aimant, si l'aimant tombe, c'est qu'elle est rouillée de partout, donc ne l'achetez pas. Mais c'est pareil pour un réfrigérateur. Mais là, non, c'est de l'or, ça ne marchera pas, c'est pas magnétique. Donc l'idée, si vous voulez, ici, c'est donc de trouver une solution. Alors, il ne se prend pas un bain dans les thermes, comme une piscine, il prend un bain dans une vraie baignoire. Parce que les Romains prennent des bains à plusieurs, comme vous dans une piscine. Les Grecs sont un peu plus sophistiqués, ils prennent des vrais bains dans ce qu'on appelle des balnéas, dans des vraies baignoires. Quand il plonge dans sa baignoire, il voit que son corps déplace un certain volume d'eau. Autrement dit, la baignoire déborde. Et là, il a l'idée suivante qui est géniale. Il dit, deux corps de même volume, mais de masse différente, ne déplaceront pas le même volume d'eau. Alors regardez, je m'explique. Voilà ce qu'il fait. Il prend de l'eau, que voici. Il remplit une barrique avec, que voilà. Donc, ma barrique est transparente pour les besoins de l'explication. Et là, regardez. Vous avez deux objets. D'abord, les pièces d'or,
193 grammes, hein, j'ai pas ma balance, mais faites-moi confiance. Et là, vous avez la couronne que j'ai évidemment trafiquée. Ça fait exactement 193 grammes, sauf que, comme vous le voyez à l'œil nu, c'est un mélange de plomb de pêche et d'aluminium, du papier aluminium que j'ai froissé puis martelé. Pourquoi de l'aluminium et du plomb? Parce que sensiblement, le rapport aluminium-plomb est à peu près le même que celui de plomb que d'or et d'argent. Si la couronne était réellement faite d'or, c'est-à-dire s'il y avait exactement la même quantité de plomb dans ce sac que dans celui-là, quand je vais plonger ce premier sac, je vais déplacer un certain volume d'eau, nous sommes d'accord. Alors regardez, je déplace un certain volume d'eau. Ok? Alors je vais marquer le volume. Avec mon stylo rouge, j'enlève. Si la couronne est réellement faite d'or, c'est-à-dire si elle contient que des plombs de pêche, comme vous le voyez, ce n'est pas le cas, que va-t-il se passer? Eh bien, elle ne va pas déplacer le même volume. Elle ne déplace pas le même volume. La preuve est faite devant vous. C'est comme ça qu'Archimède a inventé son principe et qu'il a démontré que la couronne n'était pas entièrement faite d'or. En fait, la barrique, si vous voulez, ça permet de mesurer exactement un volume. C'est énorme. Alors regardez, il place dans une barrique la couronne d'or, faite par l'orfèvre, il mesure le volume d'eau déplacé, il fait une marque à la craie à l'intérieur de la barrique, il retire la couronne, à la place il met la quantité de pièces d'or exactement équivalente, c'est-à-dire s'il y avait 1 kilo d'or, il met dans la barrique 1 kilo de pièces d'or. Normalement, la quantité de pièces d'or doit déplacer le même volume que la couronne. Évidemment, ce n'est pas le cas, l'orfèvre fut écartelé. Bon, c'est le jeu, hein. On ne gagne pas à chaque fois. Hein. Il s'en passe des choses ici. Hein. Cet amphi, il a une vie intérieure. Hein. Donc au terme, Archimède remarque que le niveau de l'eau s'élevait quand il rentrait dans son bain. Il avait compris que le volume d'eau déplacé par son corps était égal au volume de son corps et que de deux matériaux de même masse mais de volumes différents ne déplaceraient pas le même volume d'eau une fois immergé. Alors l'historien nous raconte, hein, je crois que c'est Virgile ou Pline, je ne me rappelle plus, il dit que en fait Archimède était tellement content d'avoir trouvé la solution du problème qu'il est sorti nu de sa baignoire et qu'il est parti en courant dans les rues de Syracuse en criant Eureka, ce qui veut dire j'ai trouvé. Bon, ça évidemment ça fait partie de la légende. Alors, on continue. Ça, c'est un autre problème intéressant. Regardez, c'est le ludion. Le ludion. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une simple bouteille d'eau dans laquelle j'ai placé une paille que j'ai rebouclée sur elle-même. Alors oui, je sais, les pailles, c'est mauvais pour les baleines, les thons, etc. Bon, c'est une des dernières, hein, je la garde, celle-là, je ne l'utilise plus. À l'extrémité de cette paille, j'ai rajouté, oui, on a des dauphins ici aussi, j'ai rajouté 2 trombones pour faire un lest et j'ai mis du scotch autour. Alors regardez ce qui va se passer. J'appuie, il descend, je lâche, il remonte. J'appuie, il descend, je lâche, il remonte. Alors pourquoi? Parce que là encore, hein, la science commence avec l'étonnement. Oui. Ah. Oui. Dès que vous appuyez, la pression exercée sur le chasseur, ça se fait, mais ça descend. D'accord. Quand vous exercez une pression sur le bas de la bouteille, il y a l'eau qui remonte, et du coup, la paille va descendre. Alors que si là, comme ça, elle reste, parce que l'eau, elle est au même niveau que la paille. Alors c'est exactement ça, mais il manque une petite précision, mais je vais vous la donner. Vous voyez ce à quoi vous assistez ici, là, c'est une animation que j'ai prise sur Wikipédia, qui est remarquable. Hein. Alors, vous avez sur le haut une membrane qui correspond à ma bouteille plastique sur laquelle j'exerce une pression. Et ici, vous avez un petit récipient qui contient à la fois de l'air et de l'eau. Alors, il y a une chose que vous ne savez pas, c'est que l'un des deux est compressible et l'autre pas. L'air est compressible. On parle de pistolet air comprimé, donc l'air est compressible, mais l'eau n'est pas compressible. Par exemple, quand vous avez de l'eau dans un moteur, hein les gars, quand vous avez de l'eau dans un moteur, si vous avez un moteur 2 temps
et que vous avez de l'humidité, de sorte que vous avez de l'eau dans le cylindre, mettez un coup de kick, vous explosez le moteur. Il ne faut pas avoir de l'eau dans un moteur, c'est très mauvais. Alors regardez ce qui se passe en fait. Le ludion, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, ce petit montage, eh bien, c'est un montage de physique illustrant la forte compressibilité de l'air par rapport à l'eau qui est très peu compressible. Un objet creux, la paille en l'occurrence, rempli d'air est immergé dans un récipient fermé par une membrane. L'air qu'il contient sert à le faire flotter. L'apparition d'une pression, c'est-à-dire quand j'exerce une pression sur la membrane, évidemment ça va compresser l'air qui est à l'intérieur de la paille, le chasser, et donc la poussée d'Archimède qui compensait, si vous voulez, le fait que l'objet normalement tomberait au fond, ne la maintient plus à une certaine hauteur, l'objet tombe au fond, et évidemment quand je relâche la pression, l'air reprend sa place et l'objet remonte. C'est un petit dispositif amusant. Alors, ça plaît beaucoup, ça en général. Alors voilà, j'ai maintenant la prétention de dire et de faire la chose suivante. Je vais prendre un ballon, que voici, une aiguille à tricoter, que voilà, et je vais transpercer ce ballon. On va en prendre un autre. Ah, la physique, c'est dangereux aussi. Hein. Je vais transpercer ce ballon avec cette aiguille, naturellement sans le faire exploser. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Et voilà. Quand ça, c'est normal. Oui. On va voir. En effet. Alors, effectivement, quand vous faites cette expérience, vous savez que lorsqu'on fabrique un ballon, il y a toujours un petit surplus de matière ici, là, à l'extrémité. Et ce surplus de matière, quand vous le transpercez avec l'aiguille, permet d'éviter l'explosion du ballon. Et enfin, de l'autre côté, comme il y a aussi un surplus de matière, puisque vous avez le bouchon du ballon, eh bien, naturellement, ça permet d'éviter son explosion. Donc, c'est comme ça que l'on fait cette petite expérience de physique amusante. Vous voyez, donc, je ne le détaille pas, je viens de l'expliquer. J'avance. Alors, celle-là, elle est encore plus drôle et plus difficile à comprendre. Alors, cette fois, j'ai un ballon jaune et un ballon rouge. J'aurais pu prendre un bleu, mais bon, peu importe. Alors, je vais gonfler le rouge très peu. Et je vais gonfler cette fois le jaune beaucoup. Alors vous dites que le jaune va gonfler le rouge, c'est ça ? Voilà. Donc mon dispositif est prêt. Maintenant, je joue aux questions. Mon doigt forme le robinet. D'accord ? Mon doigt forme le robinet. Et quand je vais lâcher mon doigt, je vais ouvrir le robinet du ballon jaune. Et la question est la suivante. Est-ce que le jaune va gonfler le rouge ? Levez la main ceux qui pensent ça. Le jaune va gonfler le rouge. Est-ce que le rouge va gonfler le jaune? Est-ce que les deux vont s'équilibrer? Alors vous savez, en physique, il y a une seule règle. Quand on ne sait pas, on essaye. Vous êtes prêts? Accrochez-vous bien, ça surprend. Hein. C'est le rouge qui s'est vidé dans le jaune. Ok? Je la refais?
Pardon. Oh. Oh. Bon. Le rouge se vide dans le jaune. Vous l'avez vu là? Bien. Merci. Merci beaucoup. Alors pourquoi? Parce que ça, c'est toujours pareil. D'abord, il y a l'étonnement. Après, il y a l'explication. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis enseignant-chercheur, je ne suis pas venu ici vous faire des tours de magie. Je suis venu ici vous donner envie de faire de la physique et de comprendre les phénomènes physiques qui vous entourent. Alors qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça, c'est ce que vous venez de voir. Question, évidemment, jeunes gens, vous avez tous et toutes, à un moment donné, gonflé un ballon dans votre vie. À quel moment c'est le plus difficile? Au début. Pourquoi? Parce que la pression est une force divisée par une surface. Et qu'au début, la surface est toute petite. Donc la pression est très grande. Plus la surface est petite, plus la pression est grande. Et donc il vous faut souffler énormément pour gonfler le ballon. Quand le ballon est bien gonflé, la surface est de plus en plus grande. Donc la pression nécessaire est de moins en moins grande. Ok? Voilà la raison. Vous voyez? La pression est d'autant plus forte que la surface est petite et d'autant plus faible que la surface est grande. Par conséquent, la pression est plus forte dans le petit ballon. C'est donc lui qui se vide dans le grand et non l'inverse. Alors, pour terminer, une petite expérience de physique assez incroyable. Je vais faire devant vous. Oula. Alors, je termine là-dessus. Ma che cosa succede? Così, così, così. C'est quoi le plus lourd? C'est pareil. C'est la main, le. Il en prend lui, hein. C'est québécois ce qu'il prend le matin au petit-déj ou quoi? C'est pareil? Vas-y, pèse. Mais ça dépend. Hein, Qu'est-ce qui est plus lourd? Mais la pire. Bon. Alors, vous avez ici vous avez une feuille de papier, et là vous avez un caillou, un très joli galet de nos plages. Je froisse la feuille de papier. La conservation de la matière vous dit que froissé ou pas, il a toujours la même masse, le papier. Hein. Ah bah oui. Il n'y a ni apparition ni disparition de matière. Je ne l'ai pas déchiré, je l'ai froissé. Alors vous avez raison, si j'ai emprisonné de l'air dedans, ça n'a pas changé l'expérience. Mais en l'occurrence, tel que je l'ai froissé, il y a très peu d'air à l'intérieur, vous pouvez me faire grâce de cette hypothèse. Il y en a un peu, mais non. Alors je les lâche toutes les deux, la boule de papier et la pierre. Quelle est celle qui arrive en bas en premier? Alors, cette expérience, on la doit au grand Galileo Galilei. Galilée a fait cette expérience en haut de la tour de Pise. Il a pris une boule de bois, une boule de plomb, de même volume, mais de masse sensiblement différente. Il les a lâchées et il a constaté ce qu'il vous dit lui. Regardez, c'est lui qui parle. Aristote dit qu'une boule de fer de 100 livres, hein, tombant de 100 coudées touche terre avant qu'une boule d'1 livre ait parcouru une seule coudée. Et je vous dis, moi, qu'elles arrivent en même temps. Vous constatez en faisant l'expérience que la plus grande précède la plus petite de 2 doigts, c'est-à-dire que quand celle-là frappe le sol, celle-ci s'en trouve encore à 2 doigts. Or derrière ces 2 doigts,
Vous voudriez cacher les 99 coudées d'Aristote et parlant seulement de ma petite erreur, passer sous silence l'énormité de l'autre pour ne pas dire l'énormité de la sienne. Je vais vous montrer une petite chose pour conclure. Il s'agit d'une mission Apollo. Ils sont sur la Lune, on the moon. Dans la main de l'astronaute qui jaillit, dans sa main droite, il a un marteau. Dans sa main gauche, il a une plume. Une plume, un marteau. Il va évidemment faire l'expérience de Galilée dans le vide, c'est-à-dire sur la Lune. Il va lâcher le marteau et la plume ensemble. S'en fout du son, je vous l'explique. Regardez. Elle tombe en même temps. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Jeunes gens, je vous souhaite une joyeuse fête de la science.